Parlons justice, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. J'ai le plaisir de vous savoir très nombreux à suivre ces programmes, votre programme, sur le programme bien entendu de Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa, puisque vous nous suivez également à la radio. Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro, bien entendu, de votre émission Parlons Justice. Nous allons parler de l'actualité, justement, qui domine le secteur de la justice en République démocratique du Congo. Vous le savez certainement que nous attendons tous le 8 août prochain la décision finale quant à ce qui concerne le procès dans l'affaire Corneille Nangaa et consorts. L'affaire, vous le savez certainement, qui concerne la trahison, bien entendu, et aussi d'autres préventions retenues contre ces gens qui ont pris les armes contre la République démocratique du Congo. Nous allons parler de ces sujets cet après-midi avec les invités qui sont sur ces plateaux des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Crime de guerre, participation à un groupe criminel et trahison. Telles sont les préventions retenues et le ministère public a requis la peine de mort contre Corneille Nangaa et ses complices. Nous allons parler de ces sujets et cet après-midi. Autre sujet d'actualité, nous allons avec les invités qui sont sur ces plateaux, qui fait office justement du studio de la Radio Liberté Kinshasa, cette polémique concernant le bureau définitif du Sénat avec les tractations qui sont en cours. Nous apprenons que les dépôts même de la candidature qui a été annoncée a été reporté, mais aussi les revendications de part et d'autre, l'Union sacrée et ses caprices. Nous allons essayer d'analyser ces sujets. L'affaire Joseph Kabila et sa résidence, vous le savez, qui a été, selon le dire du PPRD, attaqué par la force du progrès. Nous apprenons que quelques membres de l'UDPS ont été interpellés. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et sympathique attention accordée à la chaîne de référence. Alors, je m'en vais recevoir les invités qui sont sur ces plateaux des canaux Congo Télévision et studio de la Radio Liberté Kinshasa. Je commence par Christian Témé. Il est de l'Union sacrée et de la Nation. Il est juriste de formation, praticien également du droit. Merci d'être venu. Merci Bonheur pour l'invitation. C'est pour la première fois. Je salue également tous nos téléspectateurs de Canal Congo Télévision et de la Radio Liberté Kinshasa. Je suis très heureux d'être là. Alors rapidement, nous commençons par la santé de la démocratie congolaise, selon nos habitudes, sur tous les différents secteurs, bien entendu. L'évolution de la démocratie congolaise. À combien de pourcents évaluerez-vous aujourd'hui la santé de la démocratie congolaise par rapport à la gestion du pays par Félix Tshisekedi? Moi, je pense que notre démocratie est encore jeune. Je ne dirais pas qu'on a toujours une démocratie à la maternité. On a quand même évolué. Nous avons maintenant une démocratie qui est encore jeune. Je peux dire encore que notre démocratie est encore fragile. On doit beaucoup travailler pour améliorer, pour rendre fort la démocratie dans notre pays. Mais du point de vue institutionnel, moi je dirais que la démocratie évolue quand même bien. Nous sommes déjà, je pense, 4e cycle des élections. Les institutions démocratiquement établies fonctionnent très bien. Certaines institutions sont déjà installées. Nous continuons à installer le reste progressivement. Suivant la volonté de constitution de 2006, il y a quelques retards qui est voulu par la Constitution. Il y a beaucoup de caprices, je ne dirais pas de légèreté ni de léthargie, mais la Constitution actuelle voudrait que nos institutions, et surtout et après l'alternance, à ce second mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses sont un peu lentes, pas par la volonté du président de la République, mais c'est par la volonté de la Constitution. 2006-2024, moi je pense que même la situation politique, même la situation même de la démocratie
a assez évolué. On a évoqué plusieurs cas d'arrestation, Kam Kebaï qui continue à être en détention. Nous Simba récemment, lors de la visite du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, il a relevé qu'il a été placé en résidence surveillée, mais continue à être détenu, gardé à Makala. Ça veut dire qu'il y a des cas quand même isolés. Et récemment, Gloria Senga a été libérée. C'est vrai, après plusieurs pressions, ça prouve quand même que certains comportements qu'on a déplorés hier sur Tshisekedi, sur Kabila, aujourd'hui sur Tshisekedi, parce que vous êtes Edino Sacré, bien que nous vous recevons comme juriste ici, il y a quand même des faits qu'on a déplorés hier qui continuent à être sous ce régime de Tshisekedi. Non, Bonheur, moi je pense que oui, il y a certains cas qu'il faut un peu revoir. Mais il faut comprendre de manière générale qu'il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités quand l'affaire est en pleine instruction, quand il y a beaucoup de décisions de justice sur mandat d'arrêt provisoire, mise en liberté provisoire, assignation à la résidence surveillée, tout. Tout ça, ça dépend quelque part aussi de celui qui est en train d'instruire les dossiers. Tshisekedi n'est pour rien. Faut pas tout ramener à Félix Tshisekedi. C'est pas lui qui est le magistrat instructeur de Mike Mukebai, ainsi de suite. Certainement, le magistrat a ses raisons. Pourquoi Mike Mukebai est détenu jusqu'aujourd'hui au niveau de CPRK. Ça, il faut poser la question à son magistrat instructeur. Pourquoi l'affaire n'est pas encore fixée jusqu'à nos jours? Ça, il faut poser la question. Il a peut-être ses raisons, il a peut-être... bon, je ne dirais pas l'ultime conviction, mais il sait pourquoi il n'a pas encore fixé l'affaire. Il sait pourquoi... Vous savez que Mukebai a été accusé avec Safou qui était député, il avait des immunités, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses et beaucoup de réalités. Quand l'affaire est en train d'être instruite au niveau du parquet, il faut aussi donner le temps aux magistrats de mener les enquêtes. Surtout pour le cas Mukebai, tous nous connaissons pourquoi il a été arrêté. Bon, je ne parle pas que de Mukebai, notamment, mais oui. De manière générale, et de Mukebai aussi. Il faut parfois donner aussi le temps. Il faut aussi donner le temps aux magistrats de bien instruire, de faire un travail bien, de faire un travail complet. Au lieu d'orienter l'instruction, parfois par nos interventions, parfois parce que nous sommes pressés, un tel, parce qu'on estime que... c'est la liberté de ses compatriotes qui est... Parce que nous-mêmes, à côté, nous estimons que c'est lui qui est en détention, c'est lui qui est sous mandat d'arrêt provisoire et innocent. Mais il faut donner le temps au temps, autant que pour le cas Mukebai, nous connaissons nous tous, bon, laissons quand même la justice faire son travail. Merci beaucoup. Si le magistrat estime que Mukebai est innocent, qu'on le libère. Si le magistrat estime aussi que Mukebai il a pendant tout ce temps, plus d'une année aujourd'hui, il n'a toujours pas eu cette... qu'on reproche à Mukebai qui fixe l'affaire. Merci. Que Mukebai soit déféré devant son juge naturel qui puisse... Donc bref, on retient que sur Tshisekedi, le fait des arrestations arbitraires qu'on a déplorées hier, il y a quand même une diminution. Ah oui, hein? Ah oui. Bon, lui-même d'abord s'est plaint de fonctionnement de notre justice. Il y a encore beaucoup à faire, bien que chaque jour, on essaye de travailler là-dessus. Pour améliorer. Avec l'actuel ministre de la Justice, avec l'actuel président aussi du Conseil supérieur de la magistrature, et ainsi de suite. On essaye de faire mieux. Mais vous savez, ce sont aussi quelque part des personnes pour faire mieux, quelque part, ça dépend aussi de celui qui est censé faire mieux. Donc, c'est quelque chose aussi de conscience de nos magistrats. Et l'État aussi doit mettre beaucoup de moyens dans notre appareil judiciaire. Merci beaucoup. État financier, matériel, ainsi de suite. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Je ne dirais pas que Tshisekedi a amélioré notre... Pour mener des enquêtes surtout. Surtout parce que justement, avant de passer la parole à Jean-Fidèle Boyo et Kangou, qui est délégué général de la Société civile émergence du Congo, j'aimerais justement, parce que vous parlez des enquêtes, nous avons appris
Nous avons suivi cette histoire, cet incident que nous avons tous déploré à la résidence du président honoré Joseph Kabila. On a parlé aussi des enquêtes. Hein. Ah oui. Alors qu'on connaît qu'au Congo, lorsqu'on parle des enquêtes, c'est pour dire que les dossiers sont clôturés. Non, non. Moi, je peux vous dire que beaucoup des enquêtes... Ça va dans la même optique de la santé de la démocratie. Beaucoup des enquêtes ont abouti. Beaucoup alors. Mais malgré que nous, ici à Kinshasa, on voudrait qu'à la fin des enquêtes, qu'on puisse publier les résultats dans les réseaux sociaux, dans des journaux, ainsi de suite. Et pourtant, la justice ne fonctionne pas comme ça. La justice ne fonctionne pas comme ça. Oui, il y a des enquêtes qu'on doit continuer, ainsi de suite. Donc, sur ce point-là, alors, à ce qui concerne, je pense que la Constitution garantit quand même quelques droits, quelques avantages à un ancien président de la République, notamment sa sécurité. Il a quelques gardes commis à sa personne, même à sa famille, à ses biens, ainsi de suite. Je ne vois pas moi un individu, je ne sais pas, quitter sa maison, aller attaquer la résidence de Kabila, en tout cas. Parce qu'on a reproché, entre autres, la force du progrès. On va évoquer ça tout à l'heure. C'était un incident où isolé. Un groupe de gens, oui, isolé. Moi, je peux les dire comme ça, bien que Marie-Olélembe Kabila, qui est l'épouse de l'ancien président de la République, a surmédiatisé cela. En tout cas, moi, je ne trouve pas. Il y a un petit problème dont des jeunes gens qui passaient, ils ont trouvé... C'était un peu à minimiser, c'est vrai. Ouais, bon, le drapeau de PPRD, on voudrait s'en prendre à ces drapeaux. La police a ouvert le feu, ainsi de suite. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais et ça prouve que le régime est même dans la violence. Non, il n'y a pas question d'évoquer. Si Tshisekedi veut faire du mal à Kabila, s'il veut arrêter Kabila, s'il veut attaquer Kabila, il ne passera pas par... Jean-Fidèle Beau. Par la force du progrès. Jean-Fidèle Beau. Félix Alainer, il a la DENIAP, il y a l'armée, il a la police, tout ça. Je ne pense pas. Jean-Fidèle Beau. Oui. Rapidement, il a évoqué la santé de la démocratie congolaise. De façon globale, comment voyez-vous la gestion de ce qui est dit, parce que vous participez également à cette émission pour la toute première fois. On l'a évoqué tout à l'heure. Christian Témété Méotan, maître Roger Iponga, c'est un ancien habitué et l'un des fidèles intervenants à cette émission. J'aimerais que vous donniez votre point de vue de façon globale sur la santé de la démocratie. Les secteurs que vous estimez que cela évolue sur Tshisekedi, que hier sous Kabila ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tout à l'heure, il a évoqué, et comme je lui ai posé la question, si la situation que nous avons déplorée de l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila, de façon globale, les arrestations, les camps Kebaï et tout, la santé de la démocratie congolaise, comment voyez-vous l'évolution de la situation de façon globale? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre préoccupation, je vous salue. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent partout au monde. Mais j'aimerais dire pourquoi je participe dans tel type d'émission. Je suis Jean-Fidèle Beau, comme vous avez dit, j'ai toujours cru que il faut parler de l'église au sein du village. En d'autres termes, je viens ici pour dire rien que la vérité. Et c'est ça l'église au sein du village. Parce que c'est la justice. Oui. Alors, il faut dire que si ça va, je dirais ça va. Si ça ne va pas, je dirais ça va. Et c'est comme ça que, en tant qu'activiste de la société civile, église au sein du village, c'est pas au milieu du village. Je ne suis pas au milieu du village. C'est difficile, voire même impossible d'être au milieu du village. Mais on est église au sein du village. Alors, partant de l'état de santé de la démocratie, les gens doivent retenir que la démocratie, c'est un comportement. En réalité, c'est un comportement que nous avons adopté depuis longtemps. Nous avons dit il faut aller vers la démocratie. Et nous sommes maintenant dans la démocratie. Oui, nous sommes dans la démocratie, mais il y a encore un peu de soucis. Si nous regardons la manière où fonctionnent ou évoluent les partis politiques qui nous ont amené cette philosophie de la démocratie, vous ne sentez pas qu'il y a des écoles de la démocratie au sein de ces partis politiques. Vous parlez de l'UDPS notamment qui nous gère? Pas seulement l'UDPS, parce que la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'UDPS. Tous les partis politiques, même à l'opposition, même à la majorité, qui est ce parti qui parle de la dictature?
Tous ces partis parlent de la démocratie. Ils réclament au nom de la démocratie. Ils gèrent au nom de la démocratie. Ils font des campagnes au nom de la démocratie. Mais est-ce que dans ces partis politiques, existe-t-il des écoles de la démocratie? Ça, c'est une question. Parce que je suis chercheur en même temps que je suis en train de me poser plusieurs questions. Alors, nous parlons de la démocratie. La question la plus compliquée de la démocratie, c'est la question de la gestion ou la question de l'expression des libertés. Bien entendu. L'expression des libertés. Tu es libre, conformément à la Constitution. L'article 22 et l'article 23 de la Constitution garantit la liberté de penser, la liberté d'expression, ainsi de suite. Tous, nous avons cette liberté. Mais ce que les hommes politiques ne veulent pas dire aux gens, parce que les missions pédagogiques, les étudiants qui nous suivent doivent retenir dans ces deux articles, article 22 de notre Constitution, article 23, à la fin, on dit, et vous allez exprimer votre liberté conformément à la loi, conformément à l'ordre public et conformément aux bonnes mœurs. C'est à ce niveau que ça pose un problème. Et il y a des fois, les gens critiquent négativement. Il est vrai que nous savons que dans les enjeux politiques, on peut aussi arrêter quelqu'un arbitrairement, mais il ne faut pas donner l'occasion qu'on puisse vous arrêter. Parce que si vous exprimez votre liberté... Est-ce que Moukébaye a eu tort, non, par exemple? Je ne porte pas... Non, je voudrais quand même illustrer les cas, parce que vous parlez des cas de débordement, ce que vous voulez dire. Parce que lorsque nous parlons du comportement, il faut s'interroger aussi. Je ne veux pas orienter le débat à une personne, à un individu, non plus. Parce que nous devons aussi préparer les autres de ne pas tomber sur ce terrain. Les gens ne veulent pas parler de l'obligation, de la manière d'exprimer la liberté. Vous pensez mais il faut une manière à quel niveau aujourd'hui d'exprimer la liberté. J'aimerais quand même que vous puissiez faire une étude comparative, oui. Dire une comparaison entre le régime Tshisekedi et Kabila. Hier, on a déploré les cas des arrestations, les cas de misèrement, entre autres, de l'opposition. Aujourd'hui, sous Kabila, sous Tshisekedi, comment voyez-vous cette évolution? Est-ce le problème sur au niveau des acteurs, comme vous l'avez dit? S'il y a arrestation, c'est parce que les gens débordent? Ou vous voulez dire que sous Tshisekedi, la même situation, le même comportement des acteurs qui sont aussi, entre autres, des animateurs des appareils judiciaires, qui posent problème? Non, cette comparaison n'aura pas assez d'éléments précis parce que ici, quel est l'indicateur que je vais mettre pour comparer la démocratie de Kabila avec la démocratie de Tshisekedi? Je vous donne un facteur qui peut me perturber pour arriver à donner objectivement cette évaluation. Vous savez qu'à l'époque de Kabila, il y avait exactement l'opposition. L'UDPS a joué exactement l'opposition vis-à-vis de pouvoir de Kabila. Mais aujourd'hui, à l'époque de Tshisekedi, dis-moi, cet opposant farouche comme à l'époque de Kabila, nous n'en avons pas. Vous voyez, c'est-à-dire que la réalité politique n'est pas la même. Je ne sais pas ici prétendre dire que à l'époque de Kabila, c'était comme ça, à l'époque de Tshisekedi. Non, mais au moins, ce que les gens doivent retenir est que tous nous sommes libres. Mais la Constitution nous oblige à une certaine manière d'exprimer. Moi, j'ai toujours dit, lorsque je suis devant mes amis ou là où j'enseigne aussi, je dis, les gens ont l'habitude de dire que la vérité blesse. Je dis non, la vérité ne peut pas blesser, la vérité transforme. Si la vérité blesse, c'est-à-dire la manière dont vous aviez exprimé cette vérité n'a pas été appropriée. Parce que tu ne peux pas porter la vérité, tu exprimes ça comme tu veux, non. Alors, il a parlé des excès des ailes de certains animateurs. Oui, mais c'est comme ça la manière, c'est la manière d'exprimer cette liberté. Non, mais imagine là, par exemple. Tu ne respectes pas la loi. Même à l'époque de Kabila, lorsqu'on disait que Kabila a arrêté les arrestations arbitraires, à un certain moment, c'était lié au comportement des uns et des autres. Il faut exprimer... Mais si Tshisekedi dit, comment voyez-vous? Est-ce que c'est aussi, il faut, si vous interrogez plus sur ces éléments, vous allez voir que c'est le problème de comportement. Parce que nous pouvons dénoncer une situation de la même manière, mais tout le monde n'est pas arrêté. Je vous donne un autre exemple simple et plus pédagogique. Kofi Olomide vient de dénoncer la situation qui se passe à l'Est. Oui, mais on l'a poursuivi.
Mais il n'était pas le premier à dire ça. Avant que Kofi dénonce ça, il y a d'autres acteurs qui ont dénoncé ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi les autres n'ont pas été poursuivis? La différence se situe au niveau de manière. La manière de transmettre, la manière d'exprimer. Et ta liberté, ta démocratie, ton comportement compte plus, raison pour laquelle que les hommes politiques, à un certain moment, ne veulent pas respecter cette recommandation, c'est-à-dire la manière d'exprimer tes droits, la manière de s'opposer ou la manière même de soutenir le pouvoir. Vous avez suivi rapidement avant de passer la parole à Maître Roger Iponga, oui. Maître Zoabek qui n'est pas venu malheureusement cet après-midi. Mais problème, vous avez suivi l'incident que nous avons tous déploré. Tout à l'heure, Christian Temetemi le disait, l'attaque de la résidence de Joseph Kabila. Vous avez suivi, il a parlé de Madame Olive Lembe Kabila qui a déploré également. Il a même parlé des situations, d'une histoire des vestes qui fait polémique dans les réseaux. Problème, aujourd'hui, ça prouve que le pouvoir, vous parlez tout à l'heure de l'expression de la démocratie, qui devrait user de son pouvoir, use de la violence. À entendre beaucoup qui ont déploré le fait que ce sont les membres de l'UDPS, Force et Progrès, qui ont été interpellés. Bon, vous savez, dans cet élément-là, nous avons suivi, même dans les réseaux sociaux, même dans les médias, par vos canaux de communication, nous avons suivi les uns les autres. Les autres, je cite ici le bourgmestre de la Gombe qui a donné son témoignage. Et le bourgmestre, c'est l'autorité établie. C'est le bourgmestre de la Gombe. Cette équipe n'était pas partie attaquer la résidence du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, bien sûr, Joseph Kabila. C'est le bourgmestre de la Gombe. Son témoignage, ils étaient partis dans une situation de conflit et cette situation n'a pas aussi bien traité parce que ça a créé une confusion entre les deux camps. Et de leur chemin, il y a eu une interprétation erronée de la part de garde de Joseph Kabila. Selon les gardes de Joseph Kabila, ils pensaient que ces gens-là sont venus attaquer la résidence. C'est comme ça qu'il fallait prévenir, et parce que maman est là, il fallait sommer ces gens. Et c'est comme ça, il y a juste un problème d'incompréhension comportementale. L'interprétation de leur présence dans cet endroit-là. Et ce qui est arrivé, mais en réalité, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est vrai que les forces du progrès existent depuis longtemps, mais cet acte, il n'était pas parti attaquer, comme dit les autres. Moi, je ne suis pas politicien, mais au moins, je prends comme référence notre bourgmestre. Il mérite la crédibilité lorsqu'il donne son témoignage. Et lorsqu'aussi on suit la logique... Est-ce qu'il n'est pas de l'IDPS, lui aussi? Non, pas seulement ça, parce qu'on a interrogé aussi, est-ce qu'il y avait l'incident avant? On a démontré qu'il y avait aussi un incident là où les amis de Force du Progrès étaient venus. Donc, en réalité, c'est juste une incompréhension qui a amené à ça. Ah bon, lorsque Maman Olive aussi s'est exprimée, peut-être elle était, moi j'ai senti qu'elle était devant ses émotions, parce que c'est ça son interprétation, mais je crois qu'après les explications, elle a compris que la réalité c'était pas ça. On peut espérer connaître Lucie, dire la vérité à l'issue des enquêtes, s'il faudrait parler encore enquête. Tout à l'heure, Christian Temetemi croyait qu'il y a des enquêtes qui aboutissent malheureusement, qu'on ne peut pas dévoiler. Bon, parler des enquêtes, oui, mais comme on a parlé de la justice, les gens sont en train d'établir. Est-ce que cette histoire, telle que j'explique ici, ça nécessite les enquêtes? C'est le problème, c'est que le problème, c'est l'interprétation politique. Ce sont les acteurs politiques. Vous savez que Joseph Kabila est à l'opposition, les autres sont au pouvoir, et il y a récupération politique pour chercher quand même à habiller. Ça, c'est une récupération politique et ça ne nécessite pas les enquêtes. C'est le problème d'un comportement politique et c'est tout à fait normal parce que l'opposition a sa manière, sa sensibilité, mais la majorité aussi a sa sensibilité. Il y a eu interpellation de quelques militants, de l'UDPS, membres de cette structure du reste informel,
de force du progrès. Maître, selon les informations, Maître va intervenir, mais selon les informations à ma possession, cette équipe qui a été interpellée de l'autre côté, si c'est ça et quelques personnes, ce n'était pas par rapport à ça. C'est parce que les services de renseignement ou les services de sécurité ont constaté qu'à un certain niveau, ces gens continuent à accélérer dans leur comportement et il fallait étouffer, sinon ils seront considérés comme un groupe qui peut semer des troubles au sein de la nation, mais ce n'est pas exclusivement à cause de ce qui s'est passé à la résidence ou à côté de la résidence de l'ancien chef de l'État. Maître Auger. Merci Bonheur. Les uns et les autres. Oui, Bonheur, j'ai suivi les uns et les autres et je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation une fois de plus que vous m'avez lancée à participer à cette émission. Oui, Bonheur, comme il est de coutume, on parle toujours de l'état de la démocratie avant de parler de toute autre chose, Bonheur. Et je me demande si réellement notre pays peut encore être appelé un état démocratique. Moi, c'est ce que je me suis toujours demandé depuis un certain temps. Et je me dis que la démocratie dont on parle là, c'est devenu en soi une coquille vide. Une coquille vide pour essayer un peu de berner la population, essayer un peu de berner la communauté internationale. Mais le Congo, à mon avis, n'est plus un état démocratique. Notre Congo là n'est plus un état démocratique parce qu'en fait la démocratie c'est sur beaucoup d'aspects, sur les plans politiques et sur les plans socio-économiques, vous comprenez? Donc on ne doit pas seulement se limiter à un aspect, même cet aspect si on devait se limiter sur les plans politiques, nous n'avons plus de démocratie ici au Congo. Le Congo est devenu pratiquement une propriété privée d'un groupe de gens. Un groupe de gens qui se sont appropriés de notre pays au détriment de la majorité du peuple congolais. C'est comme ça que moi je conçois les élections. Non, Bonheur, moi je conçois actuellement notre pays là comme c'est devenu une propriété privée d'un groupe de gens qui s'approprient de tout alors de tout au détriment de la grande majorité du peuple. Sur les plans social, Bonheur, voyez-vous comment les gens sont en train de souffrir au Congo ici? Alors qu'il y a déjà, chaque fois on nous apprend qu'il y a eu des détournements d'autant de millions. Il y a eu des détournements et les gens ne sont pas arrêtés. Dis-moi les gens qui sont dans les sièges du pouvoir. Parce qu'il faut considérer que je parle d'un groupe de gens, il faut être dans les sièges du pouvoir. Il faut être des lignes sacrés. Là, vous êtes un peu épargné des tracasseries. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ça que nous vivons actuellement. Il faut que les gens soient clairs. Il faut que les gens soient clairs. Et cette situation commence pratiquement à agacer de voir qu'il y a un groupe de gens qui s'approprient l'ensemble de l'État, les ressources de l'État. Tout dans l'État dépasse seulement d'un groupe de gens. Et vous avez évoqué les cas actuels du Sénat, n'est-ce pas? Vous avez dit que non, on a reporté les élections parce qu'un groupe de gens ne se sont pas entendus. Donc le pays est devenu pratiquement est pris en otage par un groupe de gens. Donc le peuple est totalement mis à l'écart dans la gestion, ainsi que même dans les dividendes de l'État. Il y a seulement ce groupe de gens-là. Donc, pour moi, là, sincèrement, le Congo n'est plus un État démocratique. Le Congo n'est plus un État démocratique et il faut être dans les sièges du pouvoir, il faut être pour le pouvoir et pour pouvoir vivre aisément dans ce Congo. J'ai parlé sur le plan social, prenez sur le plan économique, les revenus des Congolais, là, ça représente quoi? Actuellement, là, dans notre pays, les revenus des Congolais, mais vous voyez même déjà qui à un certain moment vivaient aisément, actuellement, presque la majorité sont devenus, du moins la majorité des Congolais est composée de mendiants. Il faut qu'on se le dise, les mendiants, il y a une sorte de mendicité déguisée. Vous comprenez? Vous voyez, la mendicité n'est pas seulement de se mettre sur la voie publique, commencer à demander. Mais lorsque vous voyez, il y a des gens qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts du monde dans leur maison, ils sont appelés à faire recours à des connaissances, à la famille. Mais ça c'est déjà une sorte de mendicité déguisée. Donc, pour moi, Bonheur, il n'y a plus de démocratie. Le Congo n'est plus un État démocratique, le Congo est actuellement pris en otage. Tout à l'heure, Christian Temeteme, il est dit, relayé d'ailleurs par M. Jean Fidèle Boyo, qui dit c'est pas quelque part la responsabilité des acteurs, mais le chef de l'État, il ne peut pas être partout au même moment. Non, parce qu'il y a des gens qui arrêtent, par exemple, les gens qui détournent, le président n'est pas là, ne peut être partout. Moi, je pense que là c'est chercher inutilement à disculper le chef de l'État. Parce que c'est lui le chef de l'État, c'est lui le numéro 1 du pays. La manière dont les peuples doivent... Il a parlé de Kaboukébaï, par exemple, en instruisant l'affaire, est-ce que c'est le président qui devra dire on fixe ou pas les dossiers? Bonheur, c'est tout un système, vous comprenez? Et ce système-là, c'est le président qui incarne la nation. C'est vraiment incompréhensible qu'on puisse, dis-moi, qu'il y ait des injustices dans la société.
et que le président n'en soit pas au courant. N'est-ce pas? C'est vraiment incompréhensible. Il est président pourquoi alors? Il est président pourquoi? Il ne doit pas bien sûr être partout. Il ne doit pas être partout. Là, on ne refuse pas. Mais c'est lui le numéro 1. Il doit être au courant. Je pense que même si on ne doit pas lui donner le vote dans les détails, mais chaque matin, je pense que ou chaque jour, ou chaque semaine, on doit lui faire quand même un briefing, la situation générale du pays. N'est-ce pas? Et parce que vous voulez parler de la justice. Non, Bonnet, parlons de la justice. Je te l'ai toujours dit, la justice n'a jamais été indépendante dans notre pays. C'est là même qui décrit les mauvais fonctionnements de la justice. Ce sont eux qui alimentent ces mauvais fonctionnements-là. Le président a dit tout à l'heure, avait dit récemment que la justice était malade. Non, Bonnet, le président ne peut pas se plaindre. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Lui, il ne peut pas, le président ne peut pas se plaindre du mauvais fonctionnement de la justice parce que c'est lui qui nomme les magistrats. Il a les pouvoirs, n'est-ce pas? Donc, depuis qu'il a dit que la justice ne fonctionne pas comme il se doit, qui est celui-là? Quel est ce haut magistrat ou quelqu'un qui gère la magistrature qui a déjà été démis de ses fonctions? Depuis que le président a décrié, il dit la justice ne fonctionne pas comme il se doit. La justice est malade. Mais c'était à lui. Il n'est pas comme nous. Nous pouvons décrier les mauvais fonctionnements. Nous n'avons aucun pouvoir sur les magistrats. Nous n'avons aucun pouvoir sur les gestionnaires de la justice. Mais ce n'est pas le cas pour le président. Lui, il a les pouvoirs. Lorsqu'il constate que les choses ne marchent pas, il peut taper la main sur la table. Il peut prendre des décisions de révocation ou je ne sais pas quelle autre décision qui se trouve dans ses compétences. Mais il ne les prend pas. Pourquoi? Les gens qui ne fonctionnent pas comme il se doit et vous les laissez en place là et vous continuez à vous plaindre. Non, moi je pense que là ce n'est pas le problème. Donc la justice est malade et le reste est malade, nous le constatons et le président aussi. Il n'y a eu aucune évolution par rapport à hier. Tout à l'heure, il disait qu'il y a certes beaucoup à faire, mais on peut constater qu'il y a quand même une amélioration progressive. Bon, moi, je ne suis pas des gens qui se contentent des verres à moitié plein. Vous comprenez? Les verres ne doivent pas être à moitié plein. Lorsque les gens ont droit à tout un verre, ils doivent avoir les verres en entier. Il ne faut pas leur dire que voilà, les verres est à moitié plein. Non, les choses ne marchent pas. Je pense que, vous savez, dans une certaine mesure, je dirais que les pouvoirs en place, l'IDPS, a berné la population. L'IDPS a roulé. Vraiment, les termes qui conviennent, c'est que l'IDPS a roulé. Parce que si nous voyons l'attitude qui était celle de l'IDPS, lorsqu'il y avait d'autres régimes avant, on pensait que le jour où l'IDPS arrivera au pouvoir, ça sera le bonheur populaire. Vous parlez justement de ça, j'aimerais que vous puissiez évoquer l'affaire résidence Joseph Kabila, Maman Olive l'a évoqué, déploré d'ailleurs. Tout à l'heure, on parlait on a interpellé quelques membres de l'IDPS qui sont de la structure Force du Progrès. Il a dit qu'il n'y a pas de rapprochement à faire avec la résidence. Je voulais toujours dire, moi jamais je pourrais un jour encenser le régime Kabila, parce que Kabila n'avait pas bien fonctionné. Je ne peux jamais être d'accord avec le régime Kabila, parce que je l'ai toujours dit, ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que les conséquences, n'est-ce pas? Ne sont que les conséquences de la gestion de Kabila. Ce que nous vivons actuellement là, si Kabila était un démocrate, je pense que nous ne vivrons pas comme nous le faisons aujourd'hui là. Kabila a confisqué la souveraineté du peuple, n'est-ce pas? C'est Kabila qui a confisqué la souveraineté du peuple. Il n'a pas laissé le peuple s'exprimer comme il se doit. Vous comprenez? Et si nous avons accepté là, si on a été d'accord avec les régimes actuels, c'est simple là, parce que nous avons, c'était les blancs, bonnet, blanc. On se disait, pas par rapport à Kabila, mais plutôt par rapport à d'autres candidats qui étaient en place là. Nous prenons notamment Fayoul, nous prenons Félix, ce sont des opposants, et que surtout Félix, comme il est au pouvoir là, tellement que l'IDPS a beaucoup promis au peuple congolais, nous savons qu'avec son arrivée au pouvoir, les choses vont marcher. C'est ce qui a fait dire à M. Jean Fidel Beau tout à l'heure que, comme vous avez dit, le fait que l'UDPS a pris le pouvoir, ça a dilué l'opposition. Autrement, pour ne pas apporter ces mots, ça a fait disparaître l'opposition. Non, en fait, je ne dirais pas que ça a dilué l'opposition, sauf que l'opposition actuelle n'utilise pas les mêmes méthodes qu'utilisait l'IDPS. Parce qu'il faut qu'on se le dise, l'IDPS n'a pas comme elle prétend un parti pacifique. Hein. Vous comprenez, depuis l'époque de Mobutu, vous savez que l'IDPS a créé beaucoup de désordres, a cassé même à l'époque de Kabila, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Dire que non, l'IDPS a toujours mené son combat de manière pacifique. Non, en réalité, ce n'était pas ça. L'IDPS a causé aussi beaucoup de tort. Il y a eu des destructions. Vous vous souvenez qu'à chaque fois que l'IDPS faisait des marches, que ce soit à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila, mais après là, il y avait des casses. Hein.
C'est ça la vérité. Donc qu'on ne fasse pas présenter l'UDPS comme un parti vraiment démocratique qui ne faisait qu'un combat pacifique. Non, moi je dirais que ça c'est très faux. Est-ce que vous voyez qu'actuellement là, ça se matérialise concrètement et visiblement à travers leur mouvement là. Il a dit que c'était un cas isolé tout à l'heure. Je vous dis, Christian Timothée m'a dit, et même tenu par Jean-Fidèle Boyo dit, ils étaient des passages. Non, Bonnet, à attendre le témoignage du bourgmestre. Bonnet, non, le bourgmestre, il ne pouvait que dire ça pour conserver son poste. S'il a dit ça, c'est justement parce qu'il veut être là, il veut conserver son poste. Et en réalité, c'est que ce mouvement-là qu'on appelle Force des Progrès là, c'est un mouvement qui cause beaucoup de tort à la société. À ce point, dans la ville de Kinshasa ici, vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait à Franck Diongo? C'était toujours un cas isolé. Vous vous souvenez de ça? C'est un mouvement qui crée les désordres, qui se rend justice comme elle veut. On dit que non, admettons, prenons ces cas-là. Ces groupes de gens-là n'étaient pas partis voir, dans la résidence des présidents honoraires. Ils venaient, nous semble-t-il qu'ils sont allés exécuter une décision de justice. Allez-y comprendre. Donc, il revenait, il y avait un conflit, il semble, d'après ce que nous avons appris, il y avait un conflit immobilier quelque part, et ces gens-là, ils sont allés, puisqu'ils se disent intouchables, ils sont allés exécuter une décision. Vous comprenez? Et ces mouvements-là, on doit les laisser pendant beaucoup de temps évoluer, et puis nous dire que c'était... Non, actuellement, là, ils ont montré leur vraie face. Ils ont toujours existé, vous comprenez? Mais pendant les autres régimes, ils existaient dans les régimes, dans les cachettes. Est-ce que ce n'est pas contradictoire quelque part à m'interroger quand on les interpelle? Et ça prouve que ils ne sont pas incontrôlés. La loi, c'est la loi. Ils ne sont pas incontrôlés, mais on les laisse faire. C'est ça le problème. On les laisse faire. Les jours où on voudrait mettre la main sur ces gens-là, on les fera. Vous comprenez? Un groupe de gens, vous voyez seulement les nombres qu'ils étaient. Ils sont allés exécuter une décision de justice quelque part, et ça dégénère. Il est certain que l'objectif premier de ces mouvements-là n'était pas d'aller chez les présidents honoraires. Vous comprenez? L'objectif premier n'était pas celui-là. Donc, ils étaient ailleurs. Il y avait un conflit, semble-t-il, qu'il y a un conflit immobilier quelque part avec un Libanais, ou je ne sais pas bien, mais leur objectif c'était d'aller exécuter une décision là. Allez-y, un mouvement comme ça, et on les laisse, on les interpelle. Mais on va les interpeller pour pendant combien de temps? Je vous dis, demain ou après-demain, vous verrez ces gens-là en liberté. Vous comprenez? Alors, rapidement, on peut croire, parce que les enquêtes sont en cours, on peut espérer on saura la vérité. Si oui ou non, comme vous l'avez dit, c'était pour ou non attaquer la résidence de Kabila. Non, déjà, je vous dis que l'objectif premier n'était pas celui d'attaquer. Nous parlons de façon globale, parce que maintenant on doit attendre les résultats des enquêtes. N'était pas celui-là. S'agissant des enquêtes, je n'ai jamais cru aux enquêtes ici au Congo. Moi, je n'ai jamais. Ici au Congo, lorsqu'on vous dit on ouvre les enquêtes, c'est autrement dit, c'est une façon de dire oublions et avançons. Mais Christian Timothée m'a dit qu'on n'est pas obligé de donner les résultats. Vous savez beaucoup d'enquêtes qui ont déjà été ouvertes. On n'est pas obligé de donner les résultats à tout le monde. Non, vous savez beaucoup d'enquêtes qui ont déjà été ouvertes ici au Congo, et nous n'avons pas de suite. Il y en a combien d'enquêtes? Donc, c'est une façon d'apaiser la population, c'est une façon d'apaiser les gens, dire non, bon, on va faire quelque chose, mais en réalité, c'est pour vous dire que non, oublions, avançons. Alors, rapidement, on va aborder le sujet tel que nous l'avons dit. La grande question, affaire Corneille Nangaa, la procédure des façades ou pas, une procédure politique pour besoin de consommation extérieure, la grande question s'est interrogée mon réalisateur cet après-midi. Vous allez introduire les sujets, laisser le temps à Christian Timothée de commenter et bien entendu l'homme de la société civile donner son point de vue. Maître Roger Ponga, vous avez suivi l'annonce et puis bien entendu le début du procès Corneille Nangaa et tous ces gens qui ont été mis en accusation. La justice a pris l'affaire en délibéré. On attend la décision. Au plus tard, le 8 prochain, on saura la vérité sur le pourquoi du combat de Corneille Nangaa. Vous savez, lorsque moi j'ai appris personnellement qu'on a ouvert, du moins on a débuté, on a organisé un procès contre Corneille Nangaa, et je me suis posé beaucoup de questions. Lorsqu'on fait un procès, il ne suffit pas d'organiser un procès pour condamner. Vous comprenez? La finalité, c'est de faire subir la peine, n'est-ce pas? De condamner ou de sanctionner et que la personne condamnée subisse effectivement la peine. Mais je me suis toujours demandé comment on fera subir à Nangaa et les siens là, du moins les peines qui seront prononcées, parce que de manière évidente, il y aura des condamnations. Il y aura certainement des condamnations. Vous comprenez? Comment? Parce qu'il ne suffit pas d'organiser les procès, il suffit de prononcer une décision judiciaire, mais faudrait-il encore se rassurer de l'exécution effective de cette décision judiciaire-là? Mais comment on fera exécuter à Nangaa cette décision-là?
Vous ne trouvez pas que c'est dans cet aspect-là que ça commence à devenir un peu comme du théâtre? Lorsque seulement je me dis qu'on va condamner Nanga pour les faits qu'il a commis, les faits répréhensibles, on ne refuse pas. Mais c'est une procédure qui est du reste légale, la procédure de contumace. Mais justement, du reste légal, mais faudrait-il encore savoir si cette procédure-là ne va pas finir, ne sera pas totalement effacée par une sorte de négociation, parce que nous apprenons déjà qu'il y a les processus de comment on appelle ça? De Luanda. De Luanda, n'est-ce pas qu'à l'issue de ces processus de Luanda, toutes ces condamnations-là seront effacées par des mécanismes. Alors, est-ce que vous répondez oui à la question posée, si cette procédure, selon vous, constitue une procédure de façade? Bon, je me dirais que c'est peut-être une façon de faire pression sur les Nanga et autres. Vous comprenez? Je me dis que c'est peut-être qu'on a voulu faire pression moralement. Mais il faut dire que 5 parmi les prévenus étaient présents lors du procès. Oui. Mais ils étaient présents, chacun est poursuivi là à titre purement individuel. Je ne sais pas les incriminations, les infractions qui ont été retenues. On a parlé de trahison, à participation à un mouvement insurrectionnel, entre autres parmi les faits qui mais justement, ils peuvent bien être condamnés, n'est-ce pas, Bonnet? Les problèmes, comme je venais de vous dire, n'est pas... Vous ne voyez pas le gouvernement demain prendre Corné Nanga quand on a arrêté Eric Kumba, je pense, hein? Eric Kuba. Ouais. Il a été arrêté. Il a été arrêté, pas ici. Bien entendu, mais on l'a transféré. Est-ce qu'on peut revoir non, je ne pense pas. Au nom de la négociation, de la solidarité, arrêter qu'on est dans un des États et le vous ne trouvez pas que là, vous voulez une chose et son contraire à la fois? Au même moment, vous êtes en train de négocier avec les gens. Au même moment, vous irez les arrêter. Est-ce que vous trouvez ça? Je ne sais pas. Là, c'est pas l'M23, c'est le Rwanda. Mais on négocie avec qui? Avec les Rwandais, au moment où les Rwandais n'est que, je peux dire, la couverture du M23. Les Rwandais en soi, c'est la couverture du M23. Parce que en fait, dans ces négociations-là, les M23 et les Nanga, tous sont représentés par les Rwandais. Non, mais la procédure telle que cela a été menée, ça a donné l'occasion à beaucoup d'entrées de dire officiellement, ouvertement, et même l'un des prévenus a dit que l'objectif était de venir prendre Kinshasa. C'était l'occasion d'une tribune qu'on a donnée aux ennemis, selon vous, et qui a été diffusée en direct sur la RTNC. Je ne pense pas que ceux qui ont organisé ces procès et ceux qui ont laissé ces gens-là parler s'attendaient à ce qu'ils disent ce qu'ils ont dit là. Je pense que s'ils les savaient bien avant, ils ne les auraient pas laissés parler, parce que en fait ces gens-là ont trouvé une occasion propice pour s'exprimer, pour dire tout haut ce qu'ils pensaient et que c'est à quoi les autres ne s'attendaient pas. C'est ce qu'ils ont eu à dire. Alors vous pensez concrètement, avant de passer la parole à Christian Temeteme, que la finalité derrière cette procédure ne sera pas l'objet même de la procédure pénale, qui reste la sanction, selon vous, que Corné Nanga ne sera pas condamné. Dit condamné, mais pas, la peine ne sera pas exécutée. Mais pour exécuter, pour que quelqu'un puisse exécuter une peine, il faut l'appréhender, n'est-ce pas? Il faut l'appréhender. Il faut aller l'appréhender. Vous irez l'appréhender où? Vous irez l'appréhender là où il est. Non, Bonnet, moi je ne vois pas. Bon, de toute façon, on verra. Nous sommes là, nous sommes curieux de voir comment Nanga va exécuter cette peine-là. Voilà un peu. Comment Nanga exécutera-t-il sa peine? C'est vrai que vous avez certainement des points à répliquer. Est-ce une procédure de façade? Maître Roger dit, ça ne va pas aboutir. Cette démarche, selon lui, n'est que pour une raison de consommation extérieure, parce qu'il ne sait pas par quel scénario on va faire exécuter à Nanga cette décision. Merci, Bonheur. Je voudrais rapidement répliquer par rapport à ce que mon co-débatteur venait d'évoquer ici. Nous sommes dans un pays où on veut voir le président de la République partout. Lui-même policier, lui-même OPJ, lui-même magistrat, lui-même juge, lui-même directeur de la prison, lui-même président de la Cour constitutionnelle, lui-même président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc on veut voir le président partout. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle aussi la séparation du pouvoir. Il a un pouvoir de nommer les animateurs dans notre appareil judiciaire, notamment le haut magistrat, le magistrat du parquet, le juge au niveau de cours et tribunaux, et ainsi de suite. Ça, c'est le pouvoir légal.
La Constitution lui donne ce pouvoir-là. Mais ce n'est pas à Félix Tshisekedi d'aller juger les gens. Ce n'est pas à Félix Tshisekedi d'aller instruire les dossiers au lieu et place de magistrats. Ce n'est pas à Félix Tshisekedi de prononcer les jugements au lieu et place des juges. C'est pas ce que Maître Roger a dit. Il a dit qu'il n'a pas non plus à se plaindre parce que c'est lui qui a les pouvoirs, le périum. Mais du moins il reste l'arbitre. Du moins il reste le garant du bon fonctionnement des institutions. Entre autres, la justice fait partie de ces institutions dont Félix Tshisekedi est le garant. Mais quand il constate que ça ne va pas, et la population, les justiciables sont en train de se plaindre de la mauvaise qualité, qu'est-ce qu'il fait comme garant de la nation? Qu'est-ce qu'il fait comme garant du bon fonctionnement des institutions? Lorsqu'une institution ne fonctionne pas correctement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'était, il tire son oreiller, il fait quoi? Il interpelle, c'est ce qu'il fait. Il se plaint de la qualité de la justice et il interpelle les animateurs de cette justice de rendre une bonne justice à sa population. Moi, je ne trouve pas de problème. S'il était complice, ou bien si c'était lui l'auteur, mais pourquoi il va se plaindre? Pourquoi il doit interpeller? Parce que c'est voulu pas par lui, non. Tu sais qu'il n'organise pas les désordres dans notre appareil judiciaire. Mais il y a un désordre, Tamboué en a parlé, tu sais qu'il n'était pas président. Cette justice de 3V, véhicule, veste et villa, tu sais qu'il n'était pas encore président. Mobutu s'est plaint de cette justice. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Par exemple, quelque chose comme la corruption. La corruption ne partira pas dans notre appareil judiciaire par un mot d'ordre. Même s'il criait, même s'il arrivait à déchirer quoi que ce soit, c'est un système qui est suffisamment implanté dans notre appareil judiciaire. C'est devenu le même système. C'est un processus, il faut travailler là-dessus. Il n'est pas de ça prendra du temps. C'est qui voient la situation de cette façon-là. Ah oui, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Tu sais qu'il devient président, il trouve déjà des magistrats qui ont 20 ans de carrière, qui ont 25 ans. Que voulez-vous? Il ne va pas changer quelqu'un qui est déjà habitué, qui vit de la corruption il y a 20 ans. Tu sais qu'il dit, attends. Vous normalisez la situation? Non, je ne normalise pas. Mais c'est une réalité. Alors, abordez rapidement. Il faut travailler sur cette personne qui puisse rapidement, on atterrit déjà l'affaire Corneille Nangaa. Vous avez suivi le propos de Maître Roger Ponga. Il ne croit pas à l'aboutissement. Dire, bien que le procès va aboutir par rapport à la conclusion, aux sanctions, mais la finalité. Bon, voilà. Nous sommes dans un pays où les opposants sont des saints. Parce que Nangaa, avant d'aller dans son aventure de la rébellion, il s'est fait à un moment opposant de Félix. Les opposants, on ne peut pas arrêter un opposant au Congo. L'opposant, quand on arrête un opposant, l'opposant ne commet pas d'infraction de droit commun. Quand on arrête un opposant, c'est un acharnement. Il n'y a qu'au Congo. Non, mais non, mais est-ce que les scénarios de la condamnation, dire l'exécution de la peine contre Corneille Nangaa? Non, il faut être Nangaa pour comprendre si cette condamnation serait vraiment des façades. Quand il sera condamné, quand on est condamné à mort, attention, ça va déranger sa conscience. Il a dit tout à l'heure qu'il y a même des négociations qui continuent. On ne négocie pas. Nangaa n'est pas concerné par cette histoire de Luanda. Le Rwanda, par ricochet, les M23... Il n'est pas rwandais. Il est rwandais depuis quand? Le sort de Nangaa ne dépend pas du Rwanda. C'est un Congolais qui a pris des armes pour tuer ses compatriotes. Et la loi voudrait que c'est lui qui se comporte ainsi, qu'il soit sanctionné. Et il y a un procès contre Nangaa et contre son mouvement de l'AFC. Et Nangaa, pour le cas de Nangaa, on n'a pas besoin d'aller dans des enquêtes, ainsi de suite, parce que lui-même donne déjà les résolutions de ce qu'il pouvait avoir comme enquête. Il a fait un point de presse pompeux où il a annoncé
ces mouvements rebelles. C'était rebelle, lui-même l'a dit, il a dit. Mais comment vous allez faire pour l'arrêter, Maître Roger s'interroge? Non, aujourd'hui, nous sommes encore à l'état où on attend sa condamnation. Il sera condamné. Et n'oubliez pas, il y a aussi, on peut avoir des accords d'extradition avec certains pays, ici en Afrique, même à l'étranger, où une fois, Nanga mettra sa patte quelque part, il peut être extradé. Il va gérer ses mouvements. Il ne sera plus à l'aise. Et on peut lancer même un mandat d'arrêt international contre lui. Le méthode, la justice, la cour n'est pas idiote de condamner Nanga qui est en cavale, même si ça sera par défaut. La cour n'est pas idiote. Il y a 1001 moyens pour contraindre Nanga à purger sa peine. Alors, Jean-Philippe, on a fini. Ah oui, merci beaucoup. Je vous laisse dire simplement que ce n'est pas une procédure de façade. C'est encourager ce qu'on est en train de faire. C'est bon, mais nous disons que ce n'est pas mieux. Parce que ce qui est mieux, c'est prévenir. Il faut que notre politique puisse développer les approches préventives. Parce que lorsque nous constatons depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu plus la rébellion ou les rébellions politiques, c'est-à-dire les rébellions pour accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, avec le courant de Corneille Nangaa, nous nous rendons compte que nous sommes dans la version des rébellions économiques. Et c'est pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il y a une mutation des objectifs des rébellions, de politique en économique. Il est vrai que dans une approche systémique, les deux variables peuvent s'influencer l'une à l'autre, mais aujourd'hui, nous demandons à notre gouvernement, la première chose, de développer l'économie militaire, parce qu'avec tout ce que nous avons comme le revenu, vouloir ou pas, nous aurons toujours les inquiétudes, parce que les autres pays envisagent nous attaquer à cause de nos richesses, et puis il faut chercher le mécanisme. Vous croyez à la finalité, Maître Roger l'a dit, des sanctions qui restent à faire purger à Nangaa sa peine? Mais il faut dire que c'est pas Nangaa, ils sont à 25, même les membres famille de Nangaa sont dedans. C'est comme ça que nous disons, nous devons développer le mécanisme de prévention des rébellions. Aujourd'hui, vous parlez de Nangaa, mais dans ce procès, ils sont à 25. Il y a aussi les membres de famille de Nangaa qui sont dedans. Merci. Donc, si Nangaa n'est pas inquiété, si Nangaa ne se soucie pas, mais les autres vont subir, même sur le plan psychologique, même sur le plan social, ils vont vivre une vie de clandestinité, ce qui n'était pas avant. Vous savez, la liberté, lorsque vous perdez votre sens de liberté, même si vous êtes vivant, mais c'est pas toujours mieux. Maître Roger, on a fini. À demi-mot, votre mot de la fin. Oui, comme mot de la fin, je dirais que c'est avec beaucoup de regrets que je vois l'évolution de notre pays. Nous assistons à ce qu'on ne pouvait jamais imaginer, c'est-à-dire que le Congo arrive à cet état ici, surtout avec l'arrivée de Félix au pouvoir. On se disait vraiment que voilà, enfin la personne que nous avons tant recherchée est là. Parce que vous savez comment est-ce que depuis toujours avec Kabila, pendant ces 18 ans-là, on ne faisait que vivre les calvaires, et on croyait qu'avec l'arrivée de Félix, que ces calvaires-là avaient finalement va finalement prendre fin. Mais malheureusement, nous constatons que nous sommes toujours dans la même situation qui s'empire davantage. Pour quitter les bons marchés et arriver ici, il m'a fallu vraiment beaucoup de tours pour quitter les bons marchés. Aller donc partout à travers la ville de Kinshasa. Vous prenez Barumbu, Kinshasa, Lingwala, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route et c'est comme si les autorités n'existaient pas. Et même votre gouverneur, l'actuel, là, on ne sait pas s'il a déjà commencé à travailler ou pas. Ouais, l'actuel, là, on ne sait pas ce qu'il fait déjà, ce qu'il fait actuellement. En tout cas, c'est déplorable les temps dans lesquels se trouve actuellement la ville de Kinshasa, et où les Congo de manière générale, mais particulièrement la ville de Kinshasa. Donc c'est comme si la ville n'est pas dirigée. Donc je voudrais un peu lancer un mot auprès de notre actuel gouverneur qui vous écoute. Regardez la caméra. Qu'il fasse quelque chose pour la ville de Kinshasa. Il n'y a plus de route, il n'y a plus rien,
les immondices, c'est presque partout là. Mais on doit continuer à vivre dans cet état jusqu'à quand? Donc, il est déjà là. Il attend son gouvernement. Il est un membre de l'IDPS, des surcroît, c'est-à-dire qu'un parti qui a promis des mots et merveilles au peuple congolais. Nous pensons que comme il est là, il faut qu'il donne, qu'il agisse pour que les Kinois puissent quand même sentir qu'il y a l'existence d'une autorité dans cette ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Maître Roger. On a fini. Christian Temeté, merci d'avoir été nôtre. Merci. Alors, moi, je dirais plutôt à la population de rester sereine face à cette histoire de Nanga. Vous savez que pendant qu'il sera condamné à mort, qui peut traiter avec un condamné à mort? Il ne saura même plus vendre ses parcelles ni les minerais qu'il est en train de voler. Il n'aura plus de compte en banque parce qu'il sera condamné à mort. Donc, sa conscience ne sera plus tranquille. Donc, il faut considérer cette sanction qui est du moins aussi pédagogique qui va enseigner ceux qui vont tenter d'emboîter les pas dans ce que fait Corneille Nanga. Vous allez Jean-Fidèle Boyo, on a fini. Vous êtes délégué général de la société civile émergente du Congo. On va revenir prochainement pour parler des situations de gratuité parce que vous maîtrisez bien les secteurs, vous êtes dans les domaines. On va y revenir prochainement avec le numéro vert qu'on a donné prochainement. Donc, ceux qui sont dans l'hôpital quelque part, ceux qui pour la gratuité au Bengi numéro 1, vous avez dit 151. 151. Oui. On va revenir si ces sujets prochainement. Merci d'avoir été nôtre. Merci beaucoup. Avec plaisir de vous avoir réussi comme invité cet après-midi. Merci, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Allez, on vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Merci à vous tous d'avoir été nôtres. 3 invités, Maître Roger Ponga de la société civile, il est analyste politique indépendant, Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile. Il n'est pas de la société civile. Émergence. Non, Maître Roger n'est pas de la société civile. Maître Roger n'est pas de la société civile. Maître Roger à la liste politique indépendante. Oui. Merci à vous, Maître Christian Temetémé, proche de l'Union Sacrée, Monsieur Christian Temetémé. Merci également à Jean-Fidèle Boyo Ekangou, délégué de la société civile Émergence du Congo. Merci à Marité Godot et toute l'équipe qui nous ont accompagnés. Nous vous retrouvons pour le prochain numéro, ça sera le samedi prochain. Au revoir, portez-vous bien. Merci à Moron Djambé, Christian Banjolo, Junior Kassanda, à toute l'équipe qui m'ont accompagné. Nous vous retrouvons prochainement. Portez-vous bien.